L'échiquier international, soyez les bienvenus. Il déroute et veut aller vite avant les élections de mi-mandat. Donald Trump agit à une vitesse vertigineuse, éliminer le workisme, expulsion de sans-papiers, sans parler du projet de réinitialisation économique, comme il le dit lui-même, à savoir réduire les dépenses publiques et diminuer de la taille du gouvernement fédéral, sans parler de droits de douane plus élevés sur les marchandises de 10% imposés par le président américain sur les importations en provenance de plus de 180 pays, entré en vigueur cette nuit, heure américaine, 5 heures, heure algérienne. L'administration américaine finit par mettre en application sa menace d'élever les taux de droits de douane aux produits étrangers franchissant le territoire états-unien. Comme il fallait s'y attendre, Pékin réagit. Dès le 10 avril, c'est plus de 34% sur les produits américains qui entrent au pays. La Chine a par ailleurs déposé une plainte dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l'OMC. Donald Trump n'en a cure. Il appelle de Liberation Day, c'est le mot d'ordre économique mondial qui risque de se définir sous sa houlette. On va en parler, mais ce qui est surprenant au sujet de Donald Trump et sa politique, c'est le peu de résistance rencontrée jusqu'à présent de la part de l'opposition. Et on veut parler bien entendu de cette question lancinante. Où sont passés les démocrates américains? Comment expliquer cette inertie? La déroute de la dernière campagne présidentielle a été digérée, on va le savoir. Menu discussion d'aujourd'hui, on en parle avec notre invité du jour. Un parti démocrate américain toujours autant sonné par sa déroute aux dernières élections présidentielles. Certains osent même d'utiliser le mot de déroute, surtout quand on observe l'agitation XXL de Donald Trump. Qu'en pense donc notre invité du jour? Il réagira à partir de New York. C'est mieux pour prendre la température politique ambiante. Mohamed Sassi, bonsoir. Bonsoir Mohamed, bonsoir à toute l'équipe. Merci encore une fois de m'inviter pour partager un petit peu cette chronique en ce qui concerne ce théâtre sur lequel nous sommes ici aux États-Unis. Et bien entendu, comme vous l'avez dit si bien, je pense que nous avons atteint quand même un seuil critique. C'est vrai, comme vous dites, il y a une critique que certains progressistes et opposants à Trump formulent régulièrement. Ils reprochent aux démocrates, et c'est vrai, vous l'avez dit et je réitère, de ne pas être assez ferme face à lui et à son influence grandissante sur le Parti républicain. C'est vrai que le Parti républicain, maintenant on pourrait même dire que c'est le parti de MAGA, c'est-à-dire le parti de Trump qui repose seulement sur un seul homme, et c'est lui. C'est sûr que la défaite de Kamala Harris lors des dernières élections présidentielles a laissé le Parti démocratique, je reprends votre terme, sonner. C'est comme un boxeur qui va sur un ring et qui se fait mettre KO. Oui, alors ça laisse le Parti démocrate évidemment dans une position très délicate. Cette défaite a affaibli la crédibilité du parti, en particulier face aux critiques internes sur la stratégie de campagne qui avait été menée et de son incapacité à mobiliser suffisamment les électeurs. Alors depuis, les démocrates sont en minorité au Congrès, se trouvant dans une situation d'impuissance face aux décisions de l'administration. Trump fait ce qu'il veut, il poursuit une politique jugée favorable aux plus riches, et c'est pas jugé, c'est dans les faits, c'est factuel. Il a donné tous ces abattements sur l'assiette des impôts des grandes corporations qui sont évidemment très favorables aux riches, et il s'attaque évidemment on va peut-être en parler un petit peu plus en détail ensuite, ces fonctionnaires. Mais pas seulement ça, mais ce qu'il fait aussi, quand il fait ça, c'est au détriment des travailleurs. Alors face à ce contexte, le Parti démocrate semble lentement se réveiller, mais il y a des fractures internes qui persistent. Il y a des actions symboliques qui ont été menées. Je pense que vous avez suivi ce discours marathon de 25 heures du sénateur Cory Booker, ou encore la tournée de Bernie Sanders avec Alexandria Ocasio-Cortez, qui sont vraiment les démocrates en ce moment. C'est là où il y a l'éveil, c'est grâce à ce Cory, à Bernie et à Alexandria. Mais est-ce que le reste, oui,
Alors, je Voilà. rappelle, Mohamed Sassi de New York, vous êtes analyste politique et spécialiste de la finance. Vous avez occupé de nombreux postes dans ce domaine. Vous êtes également chroniqueur radio. Mais dans la suite de ce que vous nous disiez, comment est expliqué ou comment est analysé cette absence des démocrates américains avec cette agitation de Donald Trump? Comment on l'explique? Comment les médias américains l'expliquent? Ben, comment on l'explique? C'est-à-dire qu'on dit que les démocrates, ils ont adopté une approche qui est trop institutionnelle et légale. C'est-à-dire il veut pas le faire, comment dirais-je, un procès contre Trump parce qu'ils ont peur que ça va encore raviver sa base. Mais au lieu de mener une politique, ce que moi j'appelle une offensive politique plus agressive pour contrer son discours et son mouvement, non, ils sont en train de courber les chines. On a vu ça avec Schumer, Schumer qui est quand même le président de la minorité des sénateurs. D'ailleurs, beaucoup de démocrates ont demandé sa démission à cause de ça, comme vous dites, parce qu'ils ne sentent pas que les démocrates sont en train de se battre pour eux. Alors, d'autres pensent bien sûr qu'on a sous-estimé la menace qu'il représente pour les institutions démocratiques. Lorsqu'on voit ce qu'il est en train de faire, lorsqu'on voit avec toutes ces agences, je ne parle pas seulement du ministère de l'Éducation nationale ou bien de l'USAID, etc. Il y a 18 agences qui, il leur a carrément coupé les fonds. Ils ont posé plainte. Et là, pour certaines, ça a été bloqué. Pour d'autres, on a dit à Trump, mais vous devez remettre cet argent, les fonds qui ont été donnés, parce que ça a été voté par le Congrès. Mais encore une fois, ils n'écoutent pas. Et les démocrates, ce qu'on leur reproche, c'est qu'il n'y a personne qui essaie de le contrer. Sauf que là, il y a 48 heures avec Cory, qui a été très courageux pendant 25 heures. Il a pris tous les points comment dirais-je, que... C'est le record, hein. C'était le record d'un discours. C'est le record, d'ailleurs. Bon, Alors, et puis en plus de ça, oui. alors Je voulais encore dire un autre... allez-y, continuez. Allez-y. De démocrates. Il y a quand même eu ces dernières 48 heures. Bon, il y a Cory, bien entendu, dont on parle. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a le président Obama qui a fait une excellente prestation en mettant en garde les démocrates pour ce silence qu'ils avaient. Parce qu'ici, aux États-Unis, en général, c'est une coutume que les présidents ne critiquent pas les présidents. Mais là, il est sorti de derrière les buissons, parce qu'il leur a dit, mais vous ne pouvez pas le laisser faire ce qu'il fait. Et il leur a dit pourquoi. Il a mis en exergue le danger qu'il y avait, non pas pour un homme qui est Trump, parce que bon, il va y avoir le mi-terme des élections, comme vous avez dit dans votre introduction. Bien sûr, il fait tout parce qu'il sait très bien que c'est la règle aux États-Unis. Le président en place, après 2 ans, il perd sa majorité. Ça a été le cas de Clinton, de Reagan, C'est une logique historique, presque. Voilà, exactement. Oui, ça, alors là, il en dit, d'ailleurs, pour le prouver, vous avez vu, on en a parlé, dans le Wisconsin, ils ont dépensé quelque chose comme 100 millions pour un candidat qui n'a pas été élu à la Suprême Alors, Cour. on en parle justement. Donc, ça, la prochaine, Mohamed, la prochaine échéance aux États-Unis, ce sont les élections de mi-mandat, donc de 2026. Oui, on l'a dit, une tendance historique leur donnerait l'avantage, même si pour l'heure, il n'y a ni message politique ni messager. Il faudra peut-être y travailler du côté non, démocrate. je pense qu'il y a un éveil. Non, là, je pense qu'il y a un éveil. Sauf peut-être vous avez parlé de Bernie. Obama qui a parlé, il y a Kamala Harris qui a parlé, il y a Cory qui a parlé, il y a Bernie Sanders. Ouais, mais 85 ans, Bernie Sanders, où il y a Alexandria Ocasio-Cortez. Ou peut-être cette éclaircie de la victoire du juge démocrate dans le Wisconsin. Il s'agit du juge démocrate Suzanne Crawford à la Cour suprême de l'État. Malgré, en dépit des soutiens d'Elon Musk et de Donald Trump, qui n'ont pas suffi à faire gagner le juge conservateur Brad Schimmel. Donc peut-être ce revers, en tout cas c'est comme ça que certains le voient, c'est un revers républicain qui est peut-être annonciateur d'un renouveau du Parti démocrate, même s'il ne faut pas tomber dans la surinterprétation. Non, vous avez très bien lu le profil des démocrates actuellement. Bien sûr, Sanders avec son âge, etc., Schumer, la même chose. Donc, je suis d'accord avec vous, ça se sent. Il y a Alexandria Cortez qui est là, etc., avec tout, même, comment il s'appelle, Cory Booker, ce sont des jeunes, ils veulent revenir sur la scène, ils n'ont pas peur, ils ont dit il faut absolument essayer d'arrêter d'être comme ça, de courber les chines, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et à mon avis, ce qui les aide un petit peu, c'est ce qu'est en train de faire
Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump, non seulement il parle de ses tarifs, et je suis sûr on va en parler, mais aussi la manière dont il essaie de toucher la Constitution. Et ça, c'est sacro-saint. Il ne peut pas ignorer la Constitution et il ne peut pas ignorer non plus à chaque fois où il y a eu des plaintes qui ont été déposées par les agences, à 90% des cas, ça a été ou remis en cause, ou on a demandé remis en cause, c'est-à-dire ça a été bloqué, ou on a demandé tout simplement à Trump de relâcher les fonds qu'il avait bloqués. Par exemple, on parle de l'USAID, j'en ai parlé, de ministère de l'Éducation. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et c'est vrai que jusqu'il y a une semaine, mais c'était vraiment comme la belle au bois dormant, les démocrates. Ils étaient vraiment sonnés, ils ne se sont pas relevés de ce chaos qu'ils ont eu. Mais là, je pense, Mohamed, que c'est en train de revenir. Il y a beaucoup, comment dirais-je, de démocrates, bien sûr, qui savent que le parti est désorganisé, qu'il est divisé, mais ils disent qu'il faut se battre. Par exemple, Schumer, le fait qu'il ait voté le budget avec les Républicains, maintenant, tout le monde demande sa démission. On a parlé d'une trahison, hein. Cortés a parlé d'une trahison. Bon, Hein. Pour le shutdown, vous parlez du shutdown, vous parlez de la limite, de l'endettement. Voilà, c'est le oui, shutdown. non, mais c'est vrai que bon, ils ont été trahis, parce qu'en plus, c'est lui le responsable du Sénat. Donc, c'est vrai qu'ils ont été trahis. Mais moi, je dirais encore une fois, c'est que Schumer, c'est un politicien, et il a fait semblant de dire que, de toute façon, vaut mieux que je vote avec lui, plutôt que de bloquer le gouvernement, et à ce moment-là, on ne pourra plus payer les fonctionnaires, on ne pourra plus payer les militaires, etc. On va encore nous blâmer. Pourquoi? Parce qu'il a regardé la carte électorale, et la carte électorale, elle est quoi? Elle est toute rouge, sauf la Californie et New York. Donc, c'est un politicien. Mais les autres, non, ils ont dit non, on va cesser d'être au pied de Trump. Il est en train de toucher à la Constitution, et il y a un éveil qui se fait, même chez les républicains, soit dit en passage, qui sont en train de dire, mais non, mais c'est impossible ce qu'il est en train de faire. Par exemple, pour l'immigration. Il est en train de mettre des avions, d'aller les porter comme au Salvador, et on s'est aperçu, c'est sur tous les journaux, que sur les gens qui prétendaient dire que c'était des voyous, etc., non, c'était des bons pères de famille. Et il va plus loin, le juge lui a dit, mais vous devez les ramener. Que répond le gouvernement? Il dit non, on ne peut pas la ramener parce que maintenant ils sont dans la circonscription d'un pays souverain qui est le Salvador. Eh bien non, ils lui ont donné comment dirais-je, un ultimatum. Il fallait qu'il le fasse pour l'un d'entre eux. Ils sont 300 au total, hein, pour qu'ils réintègrent les États-Unis. C'est un contexte qui est difficile pour les démocrates, c'est vrai, Mohamed, mais encore une fois, il y a un éveil qui est en train de se faire, et je pense qu'à mon avis, Trump devient largement impopulaire. Vous avez parlé tout à l'heure de toucher à la Constitution. Aux États-Unis, quand même, il y a des garde-fous, il y a quand même des institutions. Pour toucher à la Constitution, il faut 2 sur 3 des juges sur lesquels, 2 tiers des juges sur lesquels on devrait les mettre au diapason pour toucher à cette Constitution. Donc, c'est pas chose aisée à faire. Il y a quand même, on parle des États-Unis d'Amérique, il y a les multiplicité des pouvoirs, il y a des cercles de pouvoir, quand même, c'est transversal. Donc, Trump venir et toucher à la Constitution, il faut quand même réunir certaines conditions. Mais on va en parler, Mohamed, on va juste après, Allez-y, allez-y. Non, c'était juste pour répondre. C'est vrai qu'il y a des garde-fous, c'est le Supreme Court. Mais le Supreme Court, lui, est acquis. C'est un gars qui a été impeach. C'est un gars qui a été condamné à New York. Et d'un autre côté, il y a le Supreme Court qui ont dit, voilà, puisqu'il est président, il est intouchable. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez que même le Parti démocrate fait? Maintenant, il y a une fissure au niveau du Supreme Court. Cette dame, la dernière, j'ai oublié son nom, mais c'est lui qui l'a nommé, elle lui a dit non quand il a touché à la Constitution. Et comment il a touché à la Constitution? Vous savez, dans ces exécutifs, il y avait un exécutif qui disait qu'il voulait enlever la nationalité aux gens qui sont nés aux États-Unis, s'ils sont de parents d'immigrés. Mais Mohamed, encore une fois, ce sont des annonces. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a des annonces, et après, pour essayer de persuader ou traduire ces annonces en législation, il y a quand même du chemin à faire. C'est pas chose aisée. On est dans les États-Unis d'Amérique, c'est la société du spectacle. On fait beaucoup d'annonces, mais après, il y a le temps de l'annonce et du spectacle, de la communication, et le temps juridique. Ils ne se rejoignent pas au final, automatiquement.
Mohamed, Mohamed, je Allez-y, suis allez-y. entièrement ce que vous dites sur la manière dont ça devrait sortir de garde-fou. Mais on prend une agence comme l'USAID. Il a bloqué non seulement les fonds de l'USAID, mais il a viré tous les gens qui y travaillaient, c'est 10 000 personnes. C'est anticonstitutionnel. Il n'avait pas le droit de le faire constitutionnellement. Mais il l'a fait. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à de courte. Et la courte, mais il y a un délai pendant ce temps-là. Les gens qui travaillent avec l'USAID, et ça je peux en parler parce que ma fille en fait partie, elle était project manager. On lui a coupé son salaire du jour au lendemain. Elle ne peut pas toucher le chômage parce que c'est suspendu. Et on va aller vers le cours. Les cours, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, de toute façon, les budgets qui ont été votés pour l'USAID, c'est le Congrès, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Maintenant, en ce qui concerne de fermer l'agence, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que ça a été voté constitutionnellement et le travail qu'ils font, c'est un travail qui est absolument nécessaire pour les pays d'Afrique, etc., etc., etc. Alors, on en vient à notre... Donald Trump, il en a cure. Il s'en fout des lois. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, il dit toujours « je suis celui qui a été élu par le peuple, moi élu avec une majorité de voix, moi élu avec une majorité, enfin, surtout les États de New York, à exception faite de deux, des États-Unis, exception faite de deux. Donc il a cette force avec lui, mais en ce moment, encore une fois… Oui, là, bien sûr. Alors que la première fois, quand il avait été élu avec Clinton, il n'avait pas eu le vote populaire. Alors, Mohamed, justement, essayons de parler d'un autre sujet. Le sujet du jour, la nouvelle salve de droits de douane de 10% imposée par le président américain qui sont entrés en vigueur cette nuit, marquant la première étape offensive commerciale lancée par l'administration Trump. D'autres taxes devraient suivre dans les jours à venir. Une stratégie hyper agressive qui déroute même ses alliés. On en parle avec ce sujet signé Iman Merad et on revient juste après. D'accord. Donald Trump a lancé mercredi une colossale charge commerciale en annonçant des droits de douane réciproques très lourds, en particulier contre l'Asie et l'Union européenne, au risque d'asphyxier l'économie mondiale, mais aussi l'économie américaine, notamment les petites entreprises qui se préparent à en subir les conséquences. En l'occurrence le Texas, qui possède une économie manufacturière diversifiée et robuste, comptant plus de 20 000 fabricants et 925 000 emplois dans ce secteur. La production économique du secteur dépasse 269 milliards de dollars, soit environ 11% de l'économie texane. Les petits commerces sont les premiers à être impactés par ces taxes douanières. Nous proposons une grande variété de produits utilisés par la communauté indienne, notamment du riz, des pâtes, du riz basmati, des huiles et une large gamme d'onka. Le magasin est spécialisé dans les produits d'épicerie sud-asiatiques, dont beaucoup sont importés directement d'Inde. Ces nouvelles taxes augmenteront également les prix des produits favoris des clients. Si l'on considère les produits que nous recevons et que notre marge est faible, si les prix augmentent, nous devrons conserver la même marge, voire la réduire légèrement. Cela affecte donc les entreprises locales comme la nôtre. Le président américain a déclaré qu'il imposait des taux de droits de douane élevés à des dizaines de pays qui enregistrent des excédents commerciaux avec les États-Unis, tout en imposant une taxe de base de 10% sur les importations en provenance de tous les pays en réponse à ce qu'il a qualifié d'urgence économique. Il faudra probablement à ces petites entreprises dépenser plus pour trouver des fournisseurs proposant le même produit à un prix plus abordable. Cela prendra plus de temps, mais ça reste une alternative pour pallier à ces nouvelles taxes douanières imposées. Alors Mohamed, on connaissait le mur contre l'immigration à la frontière avec le Mexique. Voici, semble-t-il, venir le mur tout bonnement commercial avec le reste du monde. On le voit, c'est une charge quand même très agressive et historique sur l'ensemble du commerce mondial. Ah comment est-ce que le financier que vous êtes regarde la chose? Il y a deux points de vue, il y a deux approches. Déjà, je pense que Trump et son équipe, ils devraient regarder un petit peu ce qu'est l'OMC, l'Office mondial du commerce. Il devrait regarder un petit peu, faire son homework sur le GATT, c'est-à-dire les tarifs douaniers. Et il devrait même aller regarder sur Bretton Woods,
pourquoi ça a été créé. Alors ça, au point de vue, ce qu'il est en train de faire, cet isolationnisme économique marqué par des politiques protectionnistes, c'est digne des partis communistes. C'est plus le capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est quoi? La base sur laquelle a été bâti les États-Unis et ce qui a fait leur force, c'est justement cette liberté de faire du commerce dans le monde entier et avec, bien sûr, une certaine protection de son marché, mais pas comme il est en train de faire. Lui, voilà, il se veut, là, avec son gros bâton, et taper sur tout ce qui ne lui répond pas oui. Mais je pense que ça, c'est de l'isolationnisme qui va mener les États-Unis à la faillite. Parce que c'est tarifs qu'ils sont en train de faire. D'abord, la base des tarifs, c'est 10%. Maintenant, il y a des pays, par exemple, comme le Vietnam, 45%. La Chine qui vient de le frapper avec une rétaliation de 35%. Le Canada, pareil. Il a oublié qu'on était dans la globalisation. C'est M. Trump qui avait fait durant son premier terme le NAFTA entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. 60% des automobiles qui sont faites au Mexique, c'est pour les États-Unis. Alors, si on les frappe avec un 25% ou 35% de tarifs, que vont faire les Mexicains? Dans leur prix de revient de la marchandise vendue, c'est-à-dire sur leur coût, il va les ajouter. Qui va payer en bout de course? C'est le consommateur américain. Alors Mohamed, alors oui, vous avez raison, mais ces annonces de Trump, on l'a dit, hein, qui risquent de freiner le commerce mondial, mais peut-être freiner le commerce mondial. Ça freine déjà. Déjà, il y a ce qu'on appelle des trades. Il y a des millions de voitures sur des cargos. Il y a des millions de marchandises, notamment du textile, etc., qui sont sur le bateau. Et les gens ne veulent pas les recevoir parce que, et je parle des Américains, des importateurs américains, ne veulent pas les recevoir parce qu'ils vont dire, mais moi, si je dois payer 35% de taxes pour les faire entrer, c'est pas ma marge bénéficiaire n'est pas de 35%. Alors Mohamed, Donald Trump avait dit qu'il allait décliner toutes ces mesures, il l'a prévenu pendant toute sa campagne, des mesures, bien entendu, qui risquent de freiner le commerce international. La bourse américaine a dévissé, de... Oui. Elle dégringole, là. On va dire la dévissé. Le SP500 a retardé, a enregistré un recul de plus de 8%. C'est des résultats positifs d'à peu près 8 mois. Le Nasdaq vacille. Les États-Unis se préparent à une récession, mais est-ce que c'est pas une récession voulue? Voilà, on va le dire comme ça. Est-ce que c'est pas une sorte de récession tactique? À en croire, par exemple, Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, qui parle d'une phase qui parle d'une phase de douleur, de désintoxication, ou une forme de réinitialisation. Tout à l'heure, j'arrivais pas à dire le terme, réinitialisation de l'économie qui est un passage obligé. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais parler un peu d'économie. Vous avez ces entreprises que Trump veut réinitier, c'est-à-dire manufacturing. Quand vous voulez faire du manufacturing de lignes de voitures, de lignes de machines agricoles, etc., mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande 2, 3 ans, voire même 4 ans d'investissement avant que cela ne puisse être amorti et commencer à sortir. Pourquoi il fait ça? Ça va être le chômage. Les gens ne pourront plus acheter. On est dans la récession, enfin, on prévoit la récession, et qui plus est l'inflation. Bon, encore que l'inflation, ce n'est pas le plus dangereux. Ça peut durer. Mais comment va faire le consommateur américain? Et que vont faire, par exemple, les Européens? Que vont faire les Africains? Que vont faire les Asiatiques? Par exemple, ils ont perdu confiance. La Fed, dans le communiqué de presse de la Fed, on ne se montre pas outre mesure, enfin, on ne se montre pas. Ah ben si, inquiet, on est prudent, on prévoit une croissance qui passerait au lieu de la croissance initiale de 2,5%, on la prévoit à 1,7% pour l'année qui vient, 2025. C'est énorme, c'est comme ça qu'on va mais Trump avait prévenu, c'est-à-dire quand on regarde, c'est-à-dire même des économistes sont d'accord avec lui, Mohamed, on est obligé de le dire, parce que quand on voit l'Amérique... Non, ils ne sont pas tous d'accord avec lui. Je vous dis ce que j'en pense et puis vous répondrez. Il y a des économistes qui nous disent que, par exemple, William Bonner, qui nous dit que l'Amérique est loin d'être un pays prospère.
avec un surendettement de 36 000 milliards de dollars. Tout à l'heure, vous avez parlé de deux périodes. Vous avez dit quand il avait fait avec le Mexique et les États-Unis une forme de traité commercial. Sauf que, Mohamed, vous avez oublié le NAFTA. Vous avez oublié de parler que le Covid est passé par là. Il y a Joe Biden qui si, ça a à voir parce que... Je termine, Mohamed. Mohamed, laissez-moi terminer. Je termine, vous me dites ce que vous en pensez. Joe Biden a signé le plus de contrats de crédit dans l'histoire des États-Unis. Joe Biden a emprunté 1 000 milliards de dollars tous les 3 mois à la fin de son mandat. Aux États-Unis, on puise, vous le savez très bien, on puise dans le chaudron magique qui est le quantitative easing, c'est-à-dire on imprime de la monnaie. Et les États-Unis sont un pays très endetté, Mohamed, et Trump est obligé de regarder cette chose en face. OK. La moyenne du couple américain, économiquement, vit au-delà de ses moyens à 27%. C'est-à-dire que pour un salaire de 100, il dépense 127. Ça, c'est l'américain moyen. Donc, au point de vue État, c'est la même chose. Et qu'est-ce qui nous a coûté aux États-Unis, pour nous personnellement? C'est les investissements ou la demande d'argent que demande notre armement. C'est ce que vous regardez les dépenses qui sont faites au point de vue d'État, ce n'est pas sur les petits fonctionnaires, c'est sur l'armement. Et ensuite, sur certaines agences fédérales, qui, par définition, ne font pas de bénéfices. Elles sont là, c'est juste l'administratif. Maintenant, on parle de ce crédit. Ce crédit, oui, c'est vrai qu'il est énorme. Mais ça, c'est dans le commerce, c'est le capitalisme. C'est un endettement, Mohamed, depuis 2008. Attendez. Depuis 2008, l'endettement américain est passé à la vitesse supérieure, a augmenté de beaucoup de l'économie américaine. C'est plus tenable, Mohamed. Donc, Donald Trump est obligé de regarder la vérité en face. Vous avez cité le crédit. On pourra parler de la dette après. Mais enfin, bon, on ne va pas rentrer dans un cours d'économie. Mais si vous prenez, je vais vous prendre des exemples factuels. Clinton, Obama, Biden. Les trois que je viens de citer, il y a toujours eu ce déficit. Mais l'économie était florissante. Arrive le Covid. C'est vrai que Trump, il a eu le Covid. Mais il ne faut pas oublier que Trump, lorsqu'il a repris la présidence, il y avait une économie qui était florissante. Il y avait aussi un déficit. Mohamed, malheureusement, Mohamed, on fera une émission une autre fois parce qu'on arrive à la fin de notre... On a vu les deux opinions, même si on a écouté vos arguments qui étaient bien entendu... Non, mais c'est de là que vient la lumière. Hein, plausible. Merci beaucoup, Mohamed. On vous invitera pour faire peut-être une émission plus axée... J'aimerais bien, justement, puisqu'on parle de la dette, ça, ce que je vous propose, Mohamed. Mohamed, malheureusement, on arrive à la fin. À la fin de notre on en parlera une autre fois, si vous le voulez bien. Ce sera le mot de la fin. Bonjour à l'Algérie, bon courage et à très bientôt. Merci encore, Mohamed. Merci pour vos réponses. Je vous dis à bientôt. L'Ishki International arrive à sa fin. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à demain.